Bienvenue à ce voyage. À travers un des cas les plus troublants jamais enregistrés dans l'histoire de la Bretagne française. Avant de commencer, je vous invite à laisser dans les commentaires de où vous nous regardez et l'heure exacte à laquelle vous écoutez cette narration. Nous sommes intéressés à savoir quels endroits et à quel moment de la journée ou de la nuit ces récits documentés arrivent. En le hiver de 1919, alors que la France pansait encore ses plaies après la Grande Guerre, une fillette de 9 ans nommée Marguerite Dubois a commencé à démontrer des capacités qui défieraient tout ce que la science de l'époque pouvait expliquer. Dans le petit village de Plougastel-Daoulas, situé à quelques kilomètres de Brest, cet enfant au regard perçant et aux cheveux noirs comme le charbon allait devenir le centre de l'attention de neurologues, psychiatres et scientifiques venus de Paris, Lyon, et même de Paris, Lyon, et même de Belgique. Ce qui rendait Marguerite si extraordinaire n'était pas simplement une intelligence supérieure ou une mémoire prodigieuse. Non. Ce que cet enfant pouvait faire dépassait les limites de ce que nous considérons comme humainement possible. Elle pouvait résoudre des équations mathématiques complexes sans jamais avoir reçu une éducation formelle. Elle parlait couramment le latin, le grec ancien et le breton, langue que personne dans sa famille ne connaissait. Mais le plus perturbant était sa capacité à prédire des événements avec une précision terrifiante. Les registres municipaux de Plougastel-Daoulas, conservés aux archives départementales du Finistère, documentent le premier incident qui a attiré l'attention sur Marguerite. Le 12 janvier 1919, la fillette a averti le curé de la paroisse, le père Yves Kermadec, que le clocher de l'église allait être frappé par la foudre le lendemain à exactement 3h17 de l'après-midi. Le père Kermadec, un homme rationnel et sceptique, a noté cette prédiction dans son journal personnel, amusé par ce qu'il considérait comme l'imagination débordante d'une enfant. Le lendemain, 13 janvier, à 3h17 précise, sous un ciel apparemment clair, un éclair solitaire a fracassé le clocher de l'église Saint-Pierre, causant des dommages considérables et blessant 2 ouvriers qui travaillaient à des réparations. Le père Kermadec, bouleversé par cette coïncidence impossible, a immédiatement contacté le évêque de Quimper pour rapporter ce qu'il venait de témoin. Mais ce n'était que le début. Marguerite Dubois était née le 3 mars 1910 dans une famille modeste de pêcheurs bretons. Son père, Jean-Baptiste Dubois, possédait un petit bateau de pêche et gagnait difficilement sa vie en capturant des sardines et des maquereaux dans les eaux agitées de la rade de Brest. Sa mère, Anne-Marie Le Goff, était couturière et complétait les revenus familiaux en confectionnant des vêtements pour les habitants du village. Marguerite était la cadette de 3 enfants. Son frère aîné, François, âgé de 15 ans en 1919, travaillait déjà avec leur père sur le bateau. Sa sœur, Jeanne, âgée de 12 ans, aidait leur mère avec la couture et les tâches ménagères. La famille vivait dans une petite maison de pierre près du port, une demeure typique de la région avec ses murs épais et son toit de ardoise. Selon les témoignages recueillis par le docteur Henri Bergeron, neurologue parisien qui a étudié le cas en profondeur, Marguerite avait été une enfant parfaitement normale jusqu'à l'âge de 8 ans. Elle jouait avec les autres enfants du village, aidait sa mère dans les tâches quotidiennes et montrait une intelligence ordinaire pour son âge. Rien ne laissait présager ce qui allait se produire. Le changement a commencé en septembre 1918, peu après la fin de la Première Guerre mondiale. Marguerite a développé une forte fièvre, accompagnée de convulsions. Le médecin du village, docteur Alain Morvan, a diagnostiqué une méningite et a averti la famille que les chances de survie de la fillette étaient minces. Pendant 3 semaines, Marguerite est restée entre la vie et la mort,
délirant, incapable de reconnaître ses proches. Son petit corps secoué par des spasmes violents. Puis, aussi soudainement que la maladie était apparue, la fièvre est tombée. Marguerite a ouvert les yeux et a demandé à manger. Le docteur Morvan, stupéfait par cette récupération miraculeuse, a examiné la fillette et a constaté qu'elle semblait être en parfaite santé, trop parfaite même. Ses réflexes étaient anormalement vifs, ses pupilles réagissaient à la lumière avec une rapidité inhabituelle, et elle semblait percevoir des sons que personne d'autre ne pouvait entendre. Dans les jours qui ont suivi sa guérison, la famille Dubois a commencé à remarquer des comportements étranges chez Marguerite. Elle passait des heures à fixer le vide, comme si elle observait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Elle murmurait dans des langues inconnues pendant son sommeil. Et elle savait des choses qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Anne-Marie Le Goff, la mère de Marguerite, a rapporté au père Kermadec que sa fille lui avait dit, quelques jours après sa guérison, que son cousin Yann, qui servait dans l'armée française en Alsace, allait revenir blessé, mais vivant. La famille n'avait reçu aucune nouvelle de Yann depuis des mois et le craignait mort. 2 semaines plus tard, un télégramme est arrivé annonçant que Yann avait été blessé par des éclats de obus à Strasbourg, mais qu'il était en voie de guérison dans un hôpital militaire. Les incidents se sont multipliés. Marguerite a prédit le naufrage d'un bateau de pêche 3 jours avant qu'il ne se produise. Elle a averti une voisine, Madame Hélène Guilloux, que son mari, qui travaillait dans une conserverie de sardines à Douarnenez, allait avoir un accident grave. Le lendemain, Monsieur Guilloux a eu la main écrasée par une machine défectueuse, perdant 3 doigts. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention des autorités, ce sont les capacités intellectuelles extraordinaires que Marguerite a commencé à manifester. Un après-midi de novembre 1918, le instituteur du village, Monsieur Gaston Leroux, a rendu visite à la famille Dubois pour vérifier comment se portait Marguerite. Après sa maladie, en discutant avec la fillette, il a été stupéfait de découvrir qu'elle pouvait résoudre mentalement des problèmes mathématiques complexes que même des lycéens auraient eu du mal à comprendre. Intrigué, Monsieur Leroux a apporté des livres de mathématiques avancés lors de sa visite suivante. Marguerite les a parcourus avec une facilité déconcertante, résolvant des équations différentielles et expliquant des concepts de géométrie non euclidienne comme si elle les avait étudiés pendant des années. Pourtant, la fillette n'était jamais allée à l'école au-delà des cours élémentaires. Plus troublant encore était sa maîtrise de langues anciennes. Un jour, le père Kermadec a apporté une Bible en latin pour tester les connaissances linguistiques de Marguerite. Non seulement elle a lu le texte avec une prononciation impeccable, mais elle a également traduit des passages en grec ancien et a fait des commentaires sur les nuances théologiques qui auraient impressionné des érudits de la Sorbonne. Le père Kermadec a écrit dans son journal, daté du 15 décembre 1918. « Cet enfant possède une connaissance qui ne peut venir de le monde terrestre. Elle parle de choses que seuls les plus grands théologiens pourraient comprendre. Quand je lui ai demandé comment elle savait tout cela, elle a simplement répondu que les voix le lui disaient. Quelle voix? Je n'ose pas imaginer. Les voix que Marguerite mentionnait devenaient une source de préoccupation croissante pour sa famille et le village. La fillette disait entendre des murmures constants, comme si des milliers de personnes lui parlaient simultanément. Elle affirmait que ces voix lui enseignaient des choses, lui montraient le passé et le futur, lui révélaient des secrets cachés. En janvier 1919, après le incident du clocher, le évêque de Quimper a envoyé une commission ecclésiastique pour enquêter sur le cas de Marguerite. La commission était composée du père Augustin Moreau, un jésuite spécialisé dans les phénomènes inexpliqués, du père Michel Rivoal, théologien, et de sœur Catherine Prigent, une religieuse ayant une formation en médecine.
Leur enquête a duré 3 semaines. Ils ont interrogé Marguerite, observé ses comportements, testé ses connaissances et documenté minutieusement chaque manifestation inhabituelle. Le rapport final, conservé aux archives diocésaines de Quimper, fait état de conclusions troublantes. Selon ce rapport, Marguerite Dubois manifestait des capacités qui dépassent toute explication naturelle connue de la science ou de la théologie moderne. La commission a observé que la fillette pouvait lire des textes en langue qu'elle n'avait jamais étudiés, prédire des événements futurs avec une précision inquiétante et démontrer une compréhension de concepts mathématiques et philosophiques qui nécessiteraient normalement des décennies d'études. Plus préoccupante encore, la commission a noté que Marguerite semblait parfois absente, comme si son esprit se trouvait ailleurs. Pendant ces épisodes, ses yeux devenaient vitreux, sa respiration ralentissait considérablement, et elle murmurait dans des langues que personne ne pouvait identifier. Quand elle revenait à elle, elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Le père Moreau a écrit dans une note confidentielle à l'évêque: « Je suis convaincu que nous ne sommes pas face à une simple enfant prodige. Il y a quelque chose de autre, quelque chose que je ne peux nommer, qui opère à travers cette fillette. Sa connaissance n'est pas acquise par l'étude, elle semble plutôt être canalisée depuis une source externe. Quelle est cette source? Est-ce divine ou diabolique? Je n'ose pas me prononcer. » La nouvelle des capacités extraordinaires de Marguerite a commencé à se répandre au-delà de Plougastel, d'Aoula. Des journaux régionaux, puis nationaux, ont commencé à publier des articles sur la fillette miraculeuse de Bretagne. Le Figaro, Le Matin et même des publications étrangères comme le Times de Londres ont envoyé des journalistes pour couvrir l'histoire. Cette attention médiatique a attiré l'intérêt de la communauté scientifique. En mars 1919, le docteur Henri Bergeron, neurologue renommé de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, a fait le voyage jusqu'à Plougastel d'Aoula pour examiner Marguerite. Il était accompagné du docteur Jules Arnaud, psychiatre, et du professeur Louis Bouchard, mathématicien de la Sorbonne. L'examen de Marguerite a duré plusieurs jours. Les médecins ont effectué des tests neurologiques, évalué ses capacités cognitives et documenté ses réponses à divers stimuli. Le professeur Bouchard a préparé une série de problèmes mathématiques extrêmement complexes, incluant des équations que seuls des mathématiciens professionnels pourraient résoudre. Les résultats ont été stupéfiants. Marguerite a résolu tous les problèmes sans hésitation, souvent mentalement, sans même utiliser de papier. Quand le professeur Bouchard lui a demandé comment elle arrivait à ces solutions, elle a répondu simplement: « Les nombres me parlent. Ils me montrent le chemin. » Le docteur Bergeron a été particulièrement intrigué par les anomalies neurologiques de Marguerite. Ses réflexes étaient environ 40% plus rapides que la moyenne. Ses pupilles réagissaient à des changements de lumière si subtils que les instruments de l'époque avaient du mal à les mesurer. Son rythme cardiaque pouvait ralentir à des niveaux dangereusement bas pendant ses absences, puis revenir à la norme. Plus troublant encore, le docteur Bergeron a noté que le cerveau de Marguerite semblait fonctionner de manière inhabituelle. Quand elle résolvait des problèmes mathématiques complexes, sa température corporelle augmentait légèrement, comme si son cerveau générait plus de chaleur que normalement. Ses ondes cérébrales, mesurées à l'aide d'un électroencéphalographe primitif, montraient des patterns que le médecin n'avait jamais vus auparavant. Dans son rapport médical, daté du 18 mars 1919, le docteur Bergeron a écrit:
Nous sommes face à un cas sans précédent dans les annales de la neurologie. Les capacités cognitives de cet enfant suggèrent une restructuration fondamentale de l'architecture neuronale, peut-être déclenchée par la méningite qu'elle a subie. Cependant, je ne peux expliquer comment une infection bactérienne pourrait produire une telle transformation. Ce que nous observons défie notre compréhension actuelle de le cerveau humain. Pendant ce temps, les prédictions de Marguerite continuaient. Elle a averti la famille qui révèle que leur fils Pierre, qui travaillait dans une mine de charbon dans le nord de la France, allait avoir un accident, mais qu'il survivrait. 3 jours plus tard, un éboulement a piégé Pierre sous des tonnes de roches pendant 18 heures avant qu'il ne soit secouru, blessé, mais vivant. Elle a dit à Madame Jeanne Perron qu'elle trouverait une pièce de or dans le jardin derrière sa maison. Sceptique mais curieuse, Madame Perron a creusé à l'endroit indiqué par Marguerite et a découvert une pièce de 20 francs datant de 1878, enterrée à environ 30 cm de profondeur. Elle a prédit que le maire de Plougastel-Daoulas, M. François Le Bihan, recevrait une lettre importante de Paris, dans exactement 5 jours. Le 5e jour, une lettre est arrivée de le ministère de l'Intérieur, annonçant que le maire recevrait la Légion de honneur pour ses services pendant la guerre. Ces prédictions créent un mélange d'admiration et de peur parmi les habitants du village. Certains voyaient Marguerite comme une sainte, dotée de pouvoirs divins. D'autres la considéraient avec suspicion, murmurant qu'elle était possédée par des forces démoniaques. La famille Dubois se trouvait prise entre le désir de protéger leur fille et la pression de ceux qui voulaient étudier ou exploiter ses capacités. En avril 1919, un incident a profondément ébranlé le village. Marguerite a eu une vision pendant la messe dominicale. Au milieu de la cérémonie, elle est devenue rigide, ses yeux se sont révulsés, et elle a commencé à parler dans une voix qui n'était pas la sienne, plus grave et résonnante. Selon les témoins présents, dont le père Kermadec et une quarantaine de paroissiens, Marguerite a décrit en détail un naufrage qui allait se produire. Elle a parlé d'un bateau à vapeur, le Saint-Michel, qui transportait des marchandises de Brest à Nantes. Elle a dit que le navire coulerait au large de Belle-Île-en-Mer dans exactement 7 jours, à cause d'une tempête soudaine et d'une défaillance mécanique. Elle a même donné le nombre exact de victimes, 17. Le père Kermadec, alarmé, a immédiatement contacté les autorités portuaires de Brest pour les avertir. Cependant, le Saint-Michel était un cargo bien entretenu avec un équipage expérimenté, et les prévisions météorologiques ne indiquaient aucune tempête dans les prochains jours. Les autorités ont pris note de l'avertissement, mais n'ont rien fait pour empêcher le voyage prévu du navire. 7 jours plus tard, le 28 avril 1919, le Saint-Michel a quitté le port de Brest comme prévu. Les conditions météorologiques étaient bonnes au départ. Cependant, près de Belle-Île-en-Mer, une tempête exceptionnellement violente et imprévisible a frappé. Selon les rapports ultérieurs, le navire a également subi une défaillance de sa salle, des machines. Exactement 17 personnes sont mortes dans le naufrage. Le incident a choqué toute la région. Les journaux ont publié des articles sur la prédiction de Marguerite et le naufrage du Saint-Michel. Des questions ont été posées à le Parlement sur pourquoi les autorités ne l'avaient pas pris au sérieux. Le avertissement d'une fillette qui avait déjà fait preuve de capacités de prédiction remarquables. Mais pour Marguerite, cette attention était écrasante. Sa mère, Anne-Marie, a rapporté que sa fille dormait mal, tourmentée par des cauchemars où elle voyait des gens mourir. Elle disait que les voix étaient devenues plus fortes, plus insistantes, lui montrant constamment des images de tragédies à venir. Le docteur Bergeron,
préoccupé par l'état mental de Marguerite, est retourné à Plougastel d'Aoula en mai 1919 pour un examen de suivi. Il a trouvé la fillette amaigrie, pâle, avec des cernes profonds sous les yeux. Elle disait qu'elle ne pouvait plus arrêter les visions, qu'elle venait à toute heure du jour et de la nuit. « Je vois trop de choses », a dit Marguerite au docteur. « Des choses qui sont arrivées il y a longtemps, des choses qui vont arriver bientôt, des gens qui sont morts mais qui parlent encore. Je ne veux plus voir, je veux que ça s'arrête. » Le docteur Bergeron, impuissant face à un phénomène qu'il ne comprenait pas, a prescrit des sédatifs légers pour aider Marguerite à dormir. Mais les médicaments n'ont eu aucun effet. Les visions continuaient, implacables. En juin 1919, Marguerite a fait une prédiction qui allait changer sa vie pour toujours. Elle a dit à ses parents qu'elle voyait une grande catastrophe à Paris, un incendie massif dans un théâtre bondé. Des centaines de personnes piégées, incapables d'échapper aux flammes. Elle a décrit le théâtre en détail. Bien qu'elle ne soit jamais allée à Paris, elle a même donné une date, le 14 juillet 1919, jour de la fête nationale. Jean-Baptiste Dubois, le père de Marguerite, a décidé de prendre cette prédiction au sérieux. Il a écrit une lettre au préfet de police de Paris, détaillant la vision de sa fille et suppliant les autorités de prendre des précautions. La lettre a été reçue et archivée, mais aucune action spécifique n'a été prise. Le 14 juillet 1919, jour de la célébration de la prise de la Bastille, Paris était en fête. Des milliers de personnes remplissaient les rues, les cafés, les théâtres. Ce soir-là, le théâtre des Variétés, situé sur le boulevard Montmartre, était bondé pour une représentation spéciale. Le théâtre, construit en 1807, était un bâtiment magnifique, mais vieux, avec des installations électriques obsolètes et des sorties de secours insuffisantes. À 22h37, un court-circuit dans la salle de l'équipement électrique a déclenché un incendie. Les flammes se sont propagées rapidement à travers les matériaux inflammables du vieux théâtre. Panique, confusion. Les spectateurs se sont précipités vers les sorties, mais les portes étaient étroites et certaines étaient bloquées. La fumée a rempli la salle en quelques minutes. Le bilan final, 127 morts, dont 89 femmes, 31 hommes et 7 enfants. Une des plus grandes tragédies de l'histoire de Paris. Mais Marguerite avait prédit des centaines de victimes. Le nombre réel était inférieur. Certains ont dit que cela prouvait que ces visions n'étaient pas fiables. D'autres ont suggéré que si les autorités avaient pris son avertissement au sérieux et renforcé les mesures de sécurité, peut-être que même ces 127 vies auraient pu être sauvées. Quoi qu'il en soit, après la tragédie du théâtre des Variétés, l'attention sur Marguerite Dubois est devenue insupportable. Des journalistes campaient devant la maison familiale. Des curieux venaient de toute la France pour voir la fillette qui peut prédire le futur. Des charlatans offraient de acheter Marguerite à ses parents pour la exhiber dans des spectacles. La famille Dubois, désespérée, a demandé l'aide de l'évêque de Quimper. En août 1919, il a été décidé que Marguerite serait envoyée dans un couvent isolé dans les montagnes de d'Auvergne, loin de l'attention publique. Le couvent de Notre-Dame de le Refuge, près de Clermont-Ferrand, était connu pour accueillir des personnes ayant besoin de refuge et de soins spirituels. Le 15 août 1919, fête de l'Assomption, Marguerite Dubois a quitté Plougastel d'Aoulas, accompagnée de sa mère et de 2 religieuses. Le voyage en train vers le Auvergne a duré 2 jours. Selon le témoignage de Anne-Marie Le Goff, recueilli des années plus tard, Marguerite a pleuré pendant tout le trajet, répétant qu'elle ne voulait pas partir, que sa place était en Bretagne. Au couvent de Notre-Dame de le Refuge, Marguerite a été placée sous la garde de Mère supérieure Thérèse de Lisieux et de Sœur Marie-Angélique, une religieuse ayant une formation médicale.
Le couvent était un endroit paisible, entouré de forêts de sapins et de montagnes, loin de le tumulte de le monde. Pendant les premiers mois, Marguerite a semblé se calmer. Les visions sont devenues moins fréquentes. Elle a commencé à participer aux activités quotidiennes du couvent, priant avec les religieuses, aidant à le jardin, étudiant les textes sacrés. Les sœurs ont remarqué que sa connaissance de la théologie était extraordinaire, même pour une enfant ayant vécu dans un environnement religieux. Mais en novembre 1919, les visions sont revenues avec une intensité redoublée. Marguerite a commencé à avoir des épisodes où elle perdait complètement contact avec la réalité, parlant dans des langues anciennes, décrivant des scènes de batailles médiévales, de épidémies du passé, de événements qui s'étaient produits des siècles auparavant. Le plus troublant était que ces descriptions étaient historiquement précises. Quand Marguerite décrivait le siège de Orléans par les Anglais en 1428, elle donnait des détails sur les fortifications, les stratégies militaires, même les noms de soldats obscurs que seuls des historiens spécialisés connaîtraient. Quand elle parlait de la peste noire de 1348, elle décrivait les symptômes avec une précision médicale qui aurait impressionné des épidémiologistes modernes. Mère supérieure, Thérèse a contacté le évêque de Clermont-Ferrand, qui a envoyé le père Jacques Fontaine, un érudit en histoire médiévale, pour vérifier les affirmations de Marguerite. Le père Fontaine a passé des semaines à interroger la fillette, notant méticuleusement chaque détail qu'elle fournissait. Dans son rapport, le père Fontaine a écrit « Cet enfant possède une connaissance de l'histoire qui dépasse celle de tout historien professionnel. Elle ne récite pas des faits appris, elle les vit. Quand elle décrit la bataille de Azincourt, elle parle comme si elle y était, décrivant le odeur de la poudre, le cri des mourants, la boue qui engloutissait les chevaliers en armure. Jamais je n'ai rencontré quelqu'un capable de une telle connexion avec le passé. » En décembre 1919, Marguerite a fait une prédiction qui allait hanter le couvent pendant des années. Elle a dit qu'une des religieuses, sœur Bernadette, allait mourir avant le Noël. Elle a décrit en détail comment cela se produirait. Sœur Bernadette tomberait dans les escaliers de le clocher en apportant des bougies pour la célébration de le Havant. Elle se briserait le cou. La mort serait instantanée. Mère supérieure Thérèse, alarmée par cette prédiction, a interdit à sœur Bernadette de monter au clocher. Elle a assigné d'autres religieuses à cette tâche. Mais le 23 décembre, alors que tout le monde était occupé avec les préparatifs de Noël, sœur Bernadette a décidé de monter au clocher elle-même, pensant que personne ne le remarquerait. Les religieuses ont entendu un cri bref. Ablution d'Anikitakis. Quand elles sont arrivées au pied de les escaliers du clocher, elles ont trouvé sœur Bernadette, le cou brisé, morte sur le cou. Des bougies étaient éparpillées autour de elle. Cet incident a créé une peur palpable parmi les religieuses. Certaines ont commencé à éviter Marguerite, la considérant comme porteuse de malheur ou pire. D'autres ont augmenté leur vigilance, priant constamment pour la protection divine. Marguerite elle-même était dévastée. Elle a dit à Mère supérieure Thérèse qu'elle avait vu la mort de sœur Bernadette des semaines avant qu'elle ne se produise, qu'elle avait essayé de avertir, mais que personne ne pouvait changer ce qui était destiné à arriver. « Le futur est déjà écrit », a dit la fillette, avec une tristesse profonde dans les yeux. Je ne fais que le lire. Le hiver de 1919-1920 était particulièrement rigoureux en Auvergne. La neige a bloqué les routes, isolant le couvent du monde extérieur. Pendant ces mois de isolation, Marguerite a continué à avoir des visions. Mais elle a commencé à les écrire dans un cahier, et à les envoyer. Elle a écrit « Je suis
que Mère supérieure lui avait donné. Ce cahier, conservé dans les archives de le diocèse de Clermont-Ferrand, contient des dizaines de pages remplies d'une écriture soignée. Marguerite y décrivait ce qu'elle voyait. Des guerres à venir, des découvertes scientifiques, des catastrophes naturelles, des changements sociaux. Beaucoup de ces prédictions semblaient absurdes à l'époque, mais avec le recul de l'histoire, certaines sont devenues troublantes. Elle a écrit sur de grands oiseaux de métal qui transporteront des centaines de personnes à travers les océans. Elle a décrit des boîtes lumineuses dans chaque maison qui montreront des images d'endroits lointains. Elle a parlé d'une guerre plus terrible que celle que nous venons de vivre, où des villes entières seront détruites en un instant par une seule arme. Le plus spécifique étaient ses prédictions sur des événements qui se produiraient dans les décennies suivantes. Elle a écrit que la France sera envahie à nouveau par les Allemands dans 20 ans, référence apparente à la Seconde Guerre mondiale. Elle a mentionné une maladie terrible qui viendra de l'Orient et qui tuera des millions en Europe. Possiblement la grippe espagnole, bien que cette pandémie ait déjà commencé en 1918. Elle a même décrit quelque chose qui ressemble étrangement à la bombe atomique. Un feu plus brillant que 1000 soleils tombera du ciel sur 2 villes dans un pays lointain. Des centaines de milliers mourront instantanément. La terre elle-même sera empoisonnée pour des générations. Ces écrits ont profondément troublé Mère supérieure Thérèse. Elle ne savait pas quoi faire d'eux. Les montrer aux autorités ecclésiastiques risquait de créer panique ou accusation de hérésie. Les détruire semblait être un péché, un refus d'accepter ce qui pourrait être un don de Dieu. Finalement, elle a décidé de les garder sous clé, dans le coffre-fort du couvent. Au printemps de 1920, la santé de Marguerite a commencé à se détériorer. Elle mangeait peu, dormait encore moins. Les visions étaient devenues presque constantes. Sœur Marie-Angélique, alarmée par le état physique de la fillette, a contacté le docteur Bergeron à Paris, lui demandant de venir examiner Marguerite une fois de plus. Le docteur Bergeron est arrivé au couvent en avril 1920. Ce qu'il a trouvé a profondément choqué. Marguerite, qui avait été une fillette robuste et en bonne santé, un an auparavant ressemblait maintenant à un fantôme. Elle pesait à peine 30 kg. Ses yeux étaient enfoncés dans leurs orbites. Sa peau avait pris une teinte cireuse. Mais ce n'était pas seulement son apparence physique qui était alarmante. Les tests neurologiques du docteur Bergeron ont révélé des anomalies encore plus prononcées que lors de ses examens précédents. Les ondes cérébrales de Marguerite montraient des patterns chaotiques, comme si différentes parties de son cerveau fonctionnaient de manière désynchronisée. Sa température corporelle fluctuait de manière inexplicable. Son rythme cardiaque pouvait passer de 40 battements par minute à 150 en quelques secondes. Ce que je vois défie toute explication médicale, a écrit le docteur Bergeron dans son rapport. Le cerveau de cet enfant semble être en train de se consumer de l'intérieur. Si cette détérioration continue à ce rythme, je crains qu'elle ne survive pas plus de quelques mois. Confrontée à ce diagnostic sombre, Mère supérieure Thérèse a contacté la famille Dubois en Bretagne. Anne-Marie Le Goff, accompagnée de son fils François, a fait le voyage vers le Auvergne pour voir Marguerite. Ce que Anne-Marie a trouvé a brisé son cœur. Sa fillette, autrefois si vive et joyeuse, était devenue une ombre. Marguerite reconnaissait à peine sa mère. Elle passait la plupart de son temps dans un état semi-conscient, murmurant dans des langues inconnues, décrivant des visions que personne d'autre ne pouvait voir. Anne-Marie a supplié les religieuses de la laisser ramener Marguerite en Bretagne, dans leur maison près de la mer, pensant que peut-être le air familier de son enfance pourrait la guérir. Mère supérieure Thérèse a accepté, bien qu'avec peu d'espoir. Le voyage de retour vers Plougastel-Daoula en mai 1920 a été éprouvant. Marguerite devait être portée la plupart de le temps.
trop faible pour marcher seule. Pendant le trajet en train, elle a eu plusieurs épisodes où elle a perdu connaissance complètement. De retour dans la maison de Pierre près du port, Jean-Baptiste a installé un lit pour Marguerite, près de la fenêtre qui donnait sur la mer. Il espérait que le son des vagues et le cri des mouettes pourraient apporter un peu de paix à sa fille. Pendant les premières semaines, il semblait que le retour à la maison avait un effet bénéfique. Marguerite mangeait un peu plus. Elle souriait parfois en regardant la mer. Les visions semblaient moins fréquentes, ou du moins moins intenses, mais ce répit a été de courte durée. En juin 1920, Marguerite a commencé à parler d'une vision finale, différente de toutes les autres. Elle disait qu'elle voyait une porte qui se ouvrait lentement. De l'autre côté de cette porte, disait-elle, il y avait toutes les voix, toutes les visions, tout ce qui la avait tourmentée pendant ces 2 années. « Elle me appelle » disait Marguerite à sa mère, « les voix de l'autre côté. Elles veulent que je vienne. Elles disent que je dois passer de l'autre côté pour comprendre. » Le père Kermadec, qui visitait régulièrement la famille, était profondément troublé par ces paroles. Il a suggéré un exorcisme, craignant que Marguerite ne soit sous l'influence de forces démoniaques. Mais Jean-Baptiste et Anne-Marie ont refusé. Malgré tout, ils ne pouvaient pas croire que leur fille était possédée. Il devait y avoir une autre explication. Dans la nuit du 3 juillet 1920, le 10e anniversaire de Marguerite, elle a demandé à être portée sur la plage. La nuit était claire, la lune presque pleine illuminait les vagues qui se brisaient doucement sur le sable. Jean-Baptiste a porté sa fille dans ses bras, Anne-Marie marchant à côté d'eux, François suivant en silence. Sur la plage, Marguerite a demandé à être déposée sur le sable. Elle est restée assise là, regardant la mer, le vent jouant avec ses cheveux noirs. Pendant longtemps, puis elle a commencé à parler, et ce qu'elle a dit a glacé le sang de sa famille. « Je vois tout maintenant », a dit Marguerite, sa voix étrangement calme. Le passé, le présent, le futur, tout existe en même temps. Les voix ne sont pas des esprits ou des démons, ce sont des échos de toutes les vies qui ont été, qui sont, qui seront. Quand j'ai été malade, quelque chose dans mon cerveau a changé. Je suis devenu capable d'entendre ces échos, de les comprendre. Elle a continué, expliquant que chaque personne laisse une empreinte, une sorte de onde, dans le tissu de le temps. Ces ondes se propagent, en avant et en arrière, créant des patterns. Certaines personnes, dans des circonstances exceptionnelles, peuvent percevoir ces patterns. Cela était ce qui lui était arrivé. Mais le cerveau humain ne est pas fait pour percevoir tout cela, a dit Marguerite. Cela le consume, comme une bougie qui brûle trop vite. Je sais maintenant que je n'ai plus beaucoup de temps. Les voix me ont montré mon propre futur. Il est court. Anne-Marie a pleuré, serrant sa fille contre elle. Jean-Baptiste est resté debout, les poings serrés, impuissant face à un destin qu'il ne pouvait pas changer. François, alors âgé de 16 ans, a plus tard témoigné que cette nuit sur la plage était le moment le plus triste de sa vie. Marguerite a passé les jours suivants dans un état de lucidité paisible. Elle a écrit des lettres à chacun de ses proches, leur donnant des conseils, les avertissant de dangers futurs, leur assurant qu'elle allait bien, qu'elle ne avait pas peur. Dans une lettre au père Kermadec, conservée dans les archives paroissiales de Plougastel-Daoulas, elle a écrit « Ne pleurez pas pour moi, père. Ce qui m'arrive n'est pas une malédiction, mais peut-être une forme étrange de grâce. J'ai vu des choses merveilleuses. J'ai vu le courage des hommes face à l'adversité. J'ai vu le amour qui transcende le temps. J'ai vu que malgré toute la souffrance et toute la tristesse, il y a de la beauté dans le monde, et cette beauté est éternelle. » Le 14 juillet 1920, jour de la fête nationale, exactement 1 an après la tragédie du théâtre des Variétés qu'elle avait prédite, Marguerite Dubois est décédée paisiblement dans son sommeil. Elle avait 10 ans et 4 mois. Le certificat de décès, signé par le docteur Morvan,
indique cause indéterminée comme raison de le décès. Le docteur Bergeron, informé de la mort de Marguerite, a écrit dans son journal personnel: La science a échoué à comprendre cet enfant extraordinaire. Nous n'avons pas les outils, pas les concepts, pas même le langage pour expliquer ce qu'elle était. Peut-être, dans 100 ans, 200 ans, nos descendants auront-ils la connaissance nécessaire pour comprendre. Jusque-là, Marguerite Dubois restera un mystère. Un rappel de que notre compréhension de l'esprit humain est encore si limitée. Marguerite a été enterrée dans le cimetière de Plougastel-Daoulas, près de l'église dont le clocher avait été frappé par la foudre selon sa première prédiction. Sa tombe, marquée par une simple croix de pierre, porte une inscription choisie par sa mère. Elle voyait ce que d'autres ne pouvaient voir. Elle savait ce que d'autres ne pouvaient savoir. Maintenant, elle repose. Dans les années qui ont suivi, l'histoire de Marguerite Dubois a été largement oubliée. La France, occupée avec sa reconstruction après la guerre, et bientôt plongée dans les années folles de les années 1920, n'avait pas de temps pour les mystères inexpliqués. Les scientifiques qui avaient étudié Marguerite sont passés à d'autres sujets. Les journalistes ont trouvé de nouvelles histoires à raconter, mais certains n'ont pas oublié. Le docteur Bergeron a gardé tous ses dossiers sur Marguerite, espérant qu'un jour il pourrait être utile à de futurs chercheurs. Le cahier contenant les prédictions de Marguerite est resté enfermé dans le coffre du couvent de Notre-Dame de le Refuge. En 1940, quand la France a été envahie par les Allemands exactement comme Marguerite le avait prédit 20 ans plus tôt, certaines personnes se sont souvenues de la fillette de Bretagne qui pouvait voir le futur. Des copies de ces prédictions ont circulé clandestinement pendant l'occupation, donnant un espoir étrange à ceux qui les lisaient. Car si Marguerite avait eu raison sur l'invasion, peut-être avait-elle aussi raison sur le libération, qui viendrait après. En 1945, quand les bombes atomiques sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki, un vieux prêtre de Clermont-Ferrand se est souvenu de les mots écrits par une fillette. En 1920, un feu plus brillant que 1000 soleils tombera du ciel. Il a sorti le cahier du coffre et le a relu, les mains tremblantes, réalisant que Marguerite avait vu cela aussi. Dans les décennies suivantes, des chercheurs en parapsychologie ont redécouvert le cas de Marguerite Dubois. Ces dossiers médicaux, conservés aux archives de l'hôpital de la Salpêtrière, ont été étudiés par des neurologues et psychiatres intéressés par les capacités extraordinaires de le cerveau humain. Mais aucun n'a pu offrir une explication satisfaisante pour ce que Marguerite pouvait faire. En 1970, le professeur Pierre Delacroix de l'Université de Rennes a publié une étude approfondie sur le cas de Marguerite dans la Revue française de neurologie. Son article, intitulé « Le cas Marguerite Dubois », une étude sur les capacités cognitives exceptionnelles et les phénomènes de précognition, a tenté de analyser le cas du point de vue de la neurologie moderne. Le professeur Delacroix a proposé que la méningite que Marguerite a subie en 1918 pourrait avoir causé des modifications dans son cortex préfrontal et son hippocampe, région du cerveau associée à la mémoire et la cognition. Il a suggéré que ces modifications pourraient avoir créé des connexions neuronales inhabituelles, permettant à Marguerite de traiter les informations de manière exceptionnellement rapide et de faire des inférences basées sur des patterns subtils que d'autres ne le percevaient pas. Quant à ses capacités de prédiction, le professeur Delacroix était plus circonspect. Il a noté que beaucoup de ces prédictions pouvaient être expliquées comme des coïncidences ou des inférences logiques basées sur des informations disponibles. Cependant, il a admis que certains cas, comme la prédiction précise de le naufrage du Saint-Michel, incluant le nombre exact de victimes,
défiait toute explication rationnelle. Nous devons être honnêtes sur les limites de notre compréhension, a conclu le professeur Delacroix dans son article. Le cas de Marguerite Dubois nous rappelle que le cerveau humain est capable de choses que nous ne comprenons pas encore pleinement. Plutôt que de rejeter ces cas comme impossibles, nous devrions les étudier avec rigueur, car ils peuvent nous conduire à de nouvelles découvertes sur la nature de la conscience et de la cognition. En 1995, une journaliste bretonne, Nolwenn Kervella, a publié un livre intitulé Marguerite, la fillette qui voyait le temps. Le livre, basé sur des années de recherche dans les archives et des entretiens avec les descendants de ceux qui avaient connu Marguerite, a ravivé l'intérêt pour le cas. Kervella a découvert que le cahier de prédiction de Marguerite existait toujours, conservé dans les archives diocésaines de Clermont-Ferrand. Avec la permission de l'évêque, elle a pu examiner le document. Ce qu'elle a trouvé a laissé sans voix. Parmi les prédictions que Marguerite avait écrites en 1920, il y en avait certaines qui semblaient décrire des événements de la fin de le XXe siècle, et même au-delà. Elle avait écrit sur des milliers de personnes qui se parleront instantanément à travers le monde, en utilisant de petites machines lumineuses. Descriptions qui ressemblent étrangement à les téléphones mobiles et le Internet. Elle avait mentionné une maladie terrible qui viendra de Afrique et qui touchera le monde entier, possiblement une référence à le sida. Elle avait parlé de grandes machines qui permettront aux médecins de voir à l'intérieur de le corps, sans couper la peau. Description de les scanners et IRM. Mais le plus troublant était une prédiction que Kervella a trouvée à la fin de le cahier. Écrite dans une écriture tremblante, dans 100 ans, le monde sera plus petit mais aussi plus divisé. Les hommes auront le pouvoir de détruire toute vie sur Terre, mais aussi de sauver la planète. Le choix qu'ils feront déterminera le futur de tous. Je ne peux pas voir au-delà de ce point. Il y a deux chemins, et je ne sais pas lequel sera pris. Cette prédiction, écrite en 1920, semblait décrire le XXIe siècle, avec ses défis climatiques, ses tensions géopolitiques, ses avancées technologiques, et son incertitude quant à le futur de l'humanité. Le livre de Kervella est devenu un best-seller en France, suscitant un nouveau débat sur le cas de Marguerite Dubois. Des sceptiques ont argumenté que les prédictions étaient trop vagues pour être prises au sérieux, qu'elles pouvaient être interprétées de multiples façons. D'autres ont souligné les prédictions spécifiques et vérifiables que Marguerite avait faites, comme celle de le naufrage du Saint-Michel. En 2010, pour le 90e anniversaire de la mort de Marguerite, la commune de Plougastel-Daoulas a organisé une exposition sur la fillette, qui voyait le futur. L'exposition présentait des documents originaux, des photographies, des extraits de le cahier de prédiction et des témoignages de descendants de ceux qui avaient connu Marguerite. Un élément particulièrement poignant de l'exposition était une série de lettres que Marguerite avait écrites dans les derniers jours de sa vie. Dans une lettre à sa sœur, Jeanne, Marguerite avait écrit « Ne sois pas triste pour moi. J'ai vu des choses merveilleuses, même si beaucoup étaient aussi terribles. J'ai vécu plus en 10 ans que beaucoup ne vivront en 100. Et maintenant, je suis fatiguée. Je suis prête à fermer les yeux et à laisser les voix se taire enfin. Mais souviens-toi de moi avec joie, pas avec tristesse. J'ai existé. J'ai vu. J'ai compris au moins un peu. Et cela suffit. Au jour à 8, plus de 100 ans après sa mort, Marguerite Dubois reste un mystère. La science moderne, avec tous ses progrès en neurologie, en psychologie, en physique quantique, ne peut toujours pas expliquer complètement ce que cette fillette bretonne pouvait faire. Était-elle une enfant prodige, dotée d'une intelligence exceptionnelle et d'une capacité remarquable à faire des inférences? Était-elle une personne avec des capacités psychiques réelles? Ou était-elle quelque chose d'autre? Quelque chose que nous n'avons pas encore les concepts pour comprendre?
Sa tombe dans le cimetière de Plougastel d'Aoulas est devenue un lieu de pèlerinage pour certains. Des gens viennent de toute la France, et même de l'étranger, pour se tenir devant la simple croix de pierre et réfléchir sur le mystère de cette fillette, qui, pendant 2 brèves années, a semblé transcender les limites de ce que nous considérons comme humainement possible. Les habitants de Plougastel d'Aoulas ont des sentiments mitigés. Certains sont fiers que leur village ait produit une telle figure extraordinaire. D'autres préfèrent ne pas parler de elle, mal à l'aise avec le inexplicable. Mais tous reconnaissent que son histoire fait partie de le patrimoine de le village. Un rappel de qu'il y a encore dans ce monde des choses que nous ne comprenons pas. En 2019, pour le centenaire de l'incident du clocher qui a lancé la notoriété de Marguerite, l'église Saint-Pierre de Plougastel d'Aoulas a organisé une messe commémorative. Le père Michel Rioux, curé actuel de la paroisse, a parlé dans son homélie de Marguerite comme d'une enfant qui a été touchée par quelque chose que nous ne pouvons pas pleinement comprendre, mais qui nous rappelle les mystères profonds de l'existence humaine et de notre relation avec le temps, la mémoire et le cosmos. Le cas de Marguerite Dubois nous pose des questions fondamentales. Que est le temps? Est-il vraiment linéaire ou existe-t-il d'autres dimensions temporelles que nous ne percevons normalement pas? Le cerveau humain a-t-il des capacités cachées que seules des circonstances exceptionnelles peuvent révéler? Et si certaines personnes peuvent vraiment percevoir le futur, que cela signifie pour notre compréhension de la réalité, de le libre arbitre, de la nature de la conscience elle-même? Ces questions restent sans réponse. Tout ce que nous savons avec certitude, c'est qu'en 1918, dans un petit village de Bretagne, une fillette a commencé à voir des choses qu'elle ne devrait pas pouvoir voir, à savoir des choses qu'elle ne devrait pas pouvoir savoir. Pendant 2 ans, elle a émerveillé et terrifié ceux qui l'entouraient avec ses capacités extraordinaires. Puis elle est morte, laissant derrière elle un mystère que 100 ans de recherche n'ont pas pu résoudre. Marguerite Dubois, la fillette génie que la science ne pouvait expliquer, reste une énigme. Son histoire nous rappelle que malgré tous nos progrès technologiques et scientifiques, il y a encore des aspects de l'expérience humaine qui échappent à notre compréhension. Elle nous rappelle aussi la fragilité de l'extraordinaire. Comment un don peut devenir un fardeau? Comment voir trop peut être aussi destructeur que ne rien voir du tout? Peut-être qu'un jour, la science découvrira ce qui s'est vraiment passé dans le cerveau de Marguerite. Après sa méningite, peut-être que nous comprendrons comment elle pouvait faire ce qu'elle faisait. Ou peut-être que son cas restera à jamais un mystère. Un rappel de que nous ne savons pas tout, de que nous ne comprenons pas tout, de que il y a encore dans ce univers des phénomènes qui défient nos catégories et nos explications. En attendant, sur une colline près de la mer en Bretagne, une simple croix de pierre marque le lieu de repos de Marguerite Dubois. Le vent, qui souffle de l'océan, fait frémir les herbes qui poussent autour de sa tombe. Les mouettes crient au-dessus, les vagues se brisent sur le rivage en bas. Et quelque part, peut-être, les voix que Marguerite entendait continuent de murmurer, portant des échos de le passé, de le présent et de le futur dans le vent éternel qui balaie la côte bretonne. Telle est l'histoire de Marguerite Dubois, la fillette de Plougastel d'Aoulas, qui, pendant un bref moment de l'histoire, a semblé toucher quelque chose de plus grand que nous-mêmes, quelque chose de mystérieux et de terrible et de beau, tout à la fois. Une histoire vraie, documentée, et pourtant inexplicable. Une histoire qui nous hante encore. Un siècle plus tard, avec ses questions sans réponse et ses mystères non résolus.